Mes parents ont vendu ma maison de 3,6 M $. J'ai hurlé que l'acte était à mon nom, mais mon père a juste ri. 24 heures plus tard, mon frère sanglotait au téléphone, le SWAT est là. J'ai murmuré, profitez bien de la prison. Père Théodore sourit. C'était un rictus froid et calculé de sa lèvre supérieure, une expression faciale que j'avais vue 1000 fois auparavant chaque fois qu'il sentait avoir le dessus. Nous avons vendu votre maison de 3,6 millions de $, déclara-t-il. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et suffocants, étouffant le bruit familier des vagues de l'océan se brisant contre les falaises juste devant la fenêtre. Je hurlais, le son déchirant ma gorge avec une intensité brute et angoissante que je ne savais même pas posséder. C'est mon nom sur l'acte, criai-je, mes mains serrées en poing si fort que mes jointures blanchirent. Il rit simplement. C'était un son dur et méprisant qui résonnait sur les vieux murs en chêne de mon salon. Une pièce construite des propres mains de mon grand-père. Obéis à tes parents, Harland, ordonna-t-il, sa voix dégoulinant d'une autorité injustifiée. Comme si j'étais un enfant mal élevé et non un homme de 35 ans debout au milieu de sa propre propriété légalement possédée, il me regarda avec un tel dédain pur. Un tel mépris total pour mon existence en tant qu'être humain indépendant que le sol me sembla s'effriter sous mes lourdes bottes de travail. Il pensait vraiment avoir gagné. Il pensait pouvoir simplement m'effacer, voler mon héritage, effacer toute mon histoire et s'en aller avec des millions de dollars tandis que je ne me retrouvais qu'avec la poussière de leur trahison. Mais mon père et ma famille n'avaient aucune idée du piège dans lequel ils venaient de marcher. Je m'appelle Harland. Je suis ingénieur géotechnique, ce qui est une façon très technique de dire que je passe toute ma vie à étudier la terre, la roche, la boue et les sédiments qui supportent d'énormes structures de plusieurs tonnes. Je me spécialise dans les opérations offshore, travaillant sur de colossales plateformes pétrolières, passant des mois à la fois entourés des eaux grises, implacables et agitées de l'océan. C'est un environnement rude et impitoyable où une seule erreur de calcul peut coûter des vies. Mais c'est un travail honnête. L'océan ne vous ment pas. Il ne manipule pas vos sentiments. Il ne prétend pas vous aimer un dimanche pour ensuite essayer de voler votre compte bancaire un lundi. Si vous faites une erreur là-bas, la mer vous prend. C'est aussi simple que cela. J'ai toujours préféré la brutalité honnête de l'océan à la politique toxique, suffocante et manipulatrice de ma propre famille. Pour mon père, Théodore, et ma mère, Bérénice, j'ai toujours été un fantôme. J'étais l'enfant invisible, la fondation solide et silencieuse qui n'était reconnue que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose de solide sur quoi se tenir. Mon frère aîné, Kevin, en revanche, était l'étoile brillante de l'univers familial. C'était l'enfant doré, celui qui ne pouvait rien faire de mal, celui dont chaque petite réussite était célébrée par de grands dîners et des cadeaux coûteux. Le contraste de notre éducation est toujours gravé dans ma mémoire. Quand Kevin eut 18 ans, mon père lui acheta une toute nouvelle voiture de sport commandée sur mesure. Ils y attachèrent un énorme nœud rouge sur le toit, la garèrent dans l'allée et prirent des dizaines de photos pour leurs amis, se vantant de leur fils réussi qui partait pour une université prestigieuse. Quand j'ai eu 18 ans, 2 ans plus tard, il n'y a pas eu de voiture, pas de gâteau. Au lieu de cela, mon père me tendit un tableau détaillé de ma part des courses et des charges ménagères, me disant qu'il était temps que j'apprenne la vraie valeur du travail acharné. Pendant que Kevin était à des fêtes de fraternité coûteuses, échoué à ses cours de commerce et comptait sur mes parents pour le tirer de chaque pétrin, je travaillais des doubles quarts dans une scierie locale. Je passais mes journées à transporter du bois lourd, mes mains perpétuellement couvertes de sève de pin collante et de profondes et douloureuses ampoules. J'ai mis de côté chaque sou que je gagnais, travaillant jusqu'à ce que mes muscles hurlent juste pour payer mon diplôme d'ingénieur. Je n'ai jamais demandé un seul cent à mes parents. Je savais mieux. Leur demander de l'aide avait toujours un prix insupportable de culpabilité et de levier émotionnel. Mais mes grands-parents, eux, ont vu à travers la façade. Mon grand-père était un homme de la terre, un bûcheron stoïque et travailleur qui avait acheté 15 acres de côtes sauvages et indomptées en Oregon il y a des décennies quand la terre était bon marché. Au fil des ans, il a construit une maison solide et magnifique en chêne juste au bord des falaises. Ce n'était pas un manoir moderne avec des baies vitrées. C'était une forteresse contre les tempêtes côtières, un endroit où l'air sentait toujours les embruns, les aiguilles de pin humides et le bois qui brûle. Mon grand-père avait l'habitude de s'asseoir sur le porche avec moi, m'apprenant à lire la météo, à comprendre la marée et à respecter la terre. C'était le seul endroit au monde où je me sentais en sécurité, où je me sentais vraiment vu et valorisé pour qui j'étais, et non pour ce que je pouvais fournir.
quand mes grands-parents sont décédés, mon père a supposé que la terre lui reviendrait naturellement, ou du moins à son enfant préféré, Kevin. Théodore avait déjà élaboré des plans architecturaux ambitieux pour démolir la maison en chêne et vendre le terrain à des promoteurs commerciaux. Mais mon grand-père n'était pas un sot. Son testament était un document blindé rédigé par un avocat très paranoïaque. Il a entièrement contourné mon père, le coupant de l'héritage, et m'a explicitement légué l'acte, la terre et la maison. Il savait que je la protégerais. Il savait que je comprenais sa vraie valeur, qui n'avait rien à voir avec les prix du marché ou les portefeuilles d'investissement. Je me souviens du jour où le testament a été lu. Théodore devint violet de rage, accusant l'avocat de ruse, tandis que Bérénice pleurait des larmes théâtrales, affirmant que mon grand-père avait perdu la raison. Mais la loi était la loi. La maison était à moi. Actuellement, ce morceau de côte sauvage de l'Oregon est évalué à la somme stupéfiante de 3,6 millions de dollars. Le marché immobilier avait explosé et les promoteurs avaient soif de vues côtières immaculées. Pour moi, la propriété est inestimable. C'est mon sanctuaire. Pour ma famille, cependant, c'est un coffre-fort débordant d'argent. Et je ne suis que l'obstacle agaçant et têtu qui détient la combinaison. Je me tenais sur le porche arrière un triste mardi matin, profitant de rares 3 semaines de congé entre les déploiements sur la plateforme. Le brouillard roulait épais sur le Pacifique, enveloppant la propriété d'une couverture grise et silencieuse. Je buvais du café noir, prévoyant de passer la journée à réparer quelques bardeaux desserrés sur le toit et à écouter simplement le silence profond. Mais cette paix fragile fut violemment brisée par le bruit inimitable de pneus lourds crissant agressivement sur mon allée de gravier. Je n'eus même pas besoin de regarder au coin pour savoir qui c'était. Le ronronnement lourd, arrogant et trop tuné d'un moteur de luxe allemand était un signe révélateur. Personne d'autre ne conduisait jusqu'à cette partie reculée de la côte dans une voiture comme celle-là. Je fermai les yeux, pris une profonde et régulière inspiration de l'air froid de l'océan et serrai ma tasse de café jusqu'à ce que mes jointures craquent. Je me préparais à la tempête, ma paix était officiellement terminée. Les parasites étaient arrivés. Je contournai lentement le côté de la maison, mes bottes s'enfonçant légèrement dans la terre humide, et me dirigeai vers l'allée. Un élégant SUV Porsche noir minuit était garé à moitié en vrac, occupant beaucoup trop d'espace et écrasant une petite parcelle de fleurs sauvages près du bord de l'allée. Le moteur ronronnait bruyamment en refroidissant, rayonnant de la chaleur dans l'air frais du matin. Kevin sortit le premier du côté conducteur. Il avait 38 ans, mais il s'habillait toujours comme un jeune entrepreneur désespéré de la tech d'une vingtaine d'années essayant de convaincre les investisseurs qu'il venait de vendre une start-up révolutionnaire. Il portait des baskets blanches immaculées qui semblaient absolument ridicules et déplacées sur le gravier boueux de ma cour. Ses jeans de designer sur mesure et sa veste bombée légère coûtaient probablement plus que ma première camionnette d'occasion. Il regarda la vaste propriété avec un rictus exagéré, retroussant la lèvre comme si les majestueux épicéas et la vue imprenable sur l'océan étaient en quelque sorte offensants pour ses goûts cosmopolites raffinés. Puis mon père Théodore sortit du côté passager. Il avait 66 ans maintenant, portant un blazer élégant et des mocassins en cuir coûteux. Il essayait toujours de projeter l'image d'un propriétaire de concession automobile riche, prospère et intouchable. Même si son entreprise avait officiellement déposé le bilan il y a 3 ans en raison de sa gestion désastreuse. Enfin, ma mère, Bérénice, sortit de la banquette arrière. Elle serrait un gros sac à main de créateur contre sa poitrine, ses yeux jetant des regards nerveux vers la lisière des arbres comme si les cerfs et les ratons laveurs locaux pouvaient tenter de l'agresser. « Mon Dieu, ça sent le poisson mort et la terre humide ici », se plaignit Kevin bruyamment, agitant une main devant son visage et essuyant une tache de poussière imaginaire de sa manche coûteuse. « C'est l'océan, Kevin, dis-je, gardant ma voix plate et dépourvue de toute chaleur accueillante. Je m'adossai à la solide rampe en bois de mon Porsche, bloquant intentionnellement leur chemin vers la porte d'entrée. Je ne les invitais pas à entrer. « Que voulez-vous ? Pourquoi êtes-vous ici sans prévenir ? C'est comme ça que tu salues ta propre famille, Harland ?» demanda ma mère, sa voix prenant instantanément ce ton aigu et tremblant familier qu'elle utilisait toujours quand elle voulait jouer la victime blessée. « Nous avons fait tout ce chemin juste pour te voir, pour prendre de tes nouvelles. » « Vous avez fait tout ce chemin parce que vous avez besoin de quelque chose, répondis-je, la fixant droit dans les yeux. « Je vous connais depuis toujours, maman. Sautons les faux-semblants et les banalités. Mon café refroidit et j'ai du travail à faire sur le toit. » Théodore plissa les yeux, sa mâchoire se crispant. Il s'avança,
essayant d'utiliser sa taille et son costume sur mesure pour m'intimider physiquement. La tactique aurait pu fonctionner quand j'étais un garçon de 12 ans, mais j'avais passé la dernière décennie de ma vie à transporter de lourds tuyaux d'acier sur des ponts en tangage au milieu de la météo d'un ouragan. Debout dans le brouillard du matin, il n'avait pas l'air intimidant du tout. Il avait juste l'air d'un vieil homme fatigué et désespéré dans une veste trop serrée. Bien, claqua Théodore, abandonnant immédiatement son rôle de père amical. Nous devons parler de la propriété, Harland. Il est temps de vendre. Je lâchai un bref rire sec et dur. Non, je ne vends pas. Fin de la discussion. Faites un bon voyage de retour en ville. Je leur tournai le dos et tendis la main vers la poignée de la porte, prêt à rentrer et à les enfermer dehors. Mais Kevin se précipita, son visage devenant soudainement rouge de colère. « Tu ne comprends pas la situation, espèce d'égoïste » cria-t-il, sa personnalité décontractée soigneusement cultivée disparaissant en un instant. « J'ai besoin d'argent. » Je m'arrêtai, ma main reposant lourdement sur le laiton froid de la poignée de porte. Je me retournai lentement, laissant mes yeux parcourir sa tenue coûteuse et la voiture de luxe derrière lui. « Tu as besoin d'argent, et parce que tu as besoin d'argent, cela signifie que je dois vendre ma maison, la seule chose que mon grand-père m'ait laissée. S'il te plaît, explique-moi cette logique incroyable, Kevin. » Ma mère se précipita sur les marches en bois, me saisissant l'avant-bras. Sa prise était étonnamment forte, ses ongles s'enfonçant dans ma veste. « Harland, s'il te plaît, écoute-nous. Ton frère a de graves problèmes. Sa nouvelle plateforme d'échange de crypto-monnaies. Ça n'a pas fonctionné comme il l'avait prévu. C'était une escroquerie, la corrigé-je sans embâge, retirant mon bras de sa prise. Il a monté une escroquerie. Il a promis des rendements impossibles et ça s'est effondré. Tout comme sa start-up d'application, tout comme son entreprise de rénovation immobilière. C'était une grave crise de liquidité, cria Kevin, essayant désespérément de défendre son honneur commercial inexistant. Le marché a changé de manière inattendue. Théodore leva une main ferme pour le faire taire. Les détails techniques n'ont pas d'importance pour l'instant. Ce qui compte, c'est que Kevin doit de l'argent, 800 000 $. Et les personnes à qui il doit ne sont pas du genre à accepter des plans de paiement mensuels ou des excuses polies. Ce sont des investisseurs privés de Vegas. Je les regardais avec une réelle incrédulité. Une froide réalisation me submergea. Des usuriers. Il a emprunté près d'1 million de dollars à de vrais usuriers pour un faux projet de crypto-monnaie. Et maintenant, vous voulez que je vende l'héritage de mon grand-père pour le sortir d'un trou qu'il a lui-même creusé. Nous sommes une famille, pleura Bérénice, les larmes montant dans ses yeux parfaitement à point, coulant sur ses joues soigneusement poudrées. Nous devons nous protéger les uns les autres, Harland. S'il ne les rembourse pas d'ici la fin du mois, ils vont le blesser physiquement. Ma tension artérielle ne supporte pas ce stress. J'ai des palpitations rien qu'à y penser. Elle pressa une main dramatiquement sur sa poitrine, respirant par petites bouffées lourdes. Prends un comprimé, maman, dis-je froidement, insensible à la performance. Je ne suis pas responsable de sa stupidité massive et répétée. Vous l'avez tiré d'affaire quand il a détruit la voiture que vous lui aviez achetée. Vous l'avez tiré d'affaire quand il a abandonné l'université. Vous l'avez laissé vivre sans loyer dans votre maison pendant des années. Maintenant, il doit 800 000 $ à des criminels violents. C'est la fin du chemin. Je ne le sauverai pas. Tu es assis sur une mine d'or, littéralement, rugit Théodore, perdant enfin son sang-froid, son visage virant à une dangereuse teinte violette. Cette terre vaut 3,6 millions de $. Tu vis comme un ermite dans une cabane en bois. Tu travailles sur une plateforme pétrolière la moitié de l'année. Tu n'as même pas besoin de cet endroit. Vends-le. Donne à ton frère les 800 000 pour effacer sa dette et tu pourras garder le reste. Tu seras toujours millionnaire. L'audace de sa demande était ahurissante. Il essayait en fait de présenter la destruction de ma maison comme une faveur financière généreuse à mon égard. Il ne s'agit pas d'argent, papa. Il s'agit du fait que grand-père m'a laissé cette propriété parce qu'il savait que vous la goudronneriez et la vendriez au plus offrant et que vous mettriez la main dessus. La réponse est non. Je ne vends pas et je ne donnerai pas un sou à Kevin. Kevin me regarda avec un venin pur et sans mélange. Tu vas les laisser me casser les jambes pour de la terre et des arbres inutiles? Les actions ont des conséquences, Kevin, dis-je, le fixant droit dans les yeux.
bienvenue dans le monde réel. Théodore me regarda, ses yeux devenant froids et morts. La colère ardente s'estompa, remplacée par une expression calculatrice et impitoyable qui me glaça bien plus que ses cris ne l'auraient jamais fait. Tu as toujours été une énorme déception, Harland, dit-il, sa voix tombant à un dangereux murmure. Une pierre têtue et inutile dans la chaussure de cette famille. Nous t'avons tout donné, et c'est ainsi que tu nous rembourses quand nous avons le plus besoin de toi. Vous ne m'avez rien donné, le corrigeai-je doucement. Maintenant, quittez ma propriété avant que j'appelle le shérif pour intrusion. Théodore ne dit plus un mot. Il se retourna, le dos rigide, et retourna à la porche. Bérénice me jeta un dernier regard de désespoir théâtral exagéré avant de le suivre. Kevin s'attarda une seconde, me pointant un doigt tremblant. Tu le regretteras amèrement. Je l'ai regardé s'éloigner, les feux arrière rouges disparaissant dans l'épais brouillard côtier. Le silence revint sur la propriété, mais la paix réconfortante avait disparu. Le regard froid et mort de mon père resta avec moi, planant dans mon esprit comme un avertissement. Ce n'était pas un homme qui acceptait la défaite avec grâce. C'était un homme désespéré essayant de protéger son fils préféré de criminels violents. Et les hommes désespérés font des choses terribles et impensables. 2 jours après la désastreuse visite familiale, mon téléphone sonna tôt le matin. C'était le bureau de répartition de la compagnie. Une tempête massive et inattendue dans le golfe du Mexique avait gravement endommagé l'intégrité structurelle de Rig Delta, l'une de nos plus grandes plateformes de forage offshore. Ils avaient besoin d'un ingénieur géotechnique senior sur place immédiatement pour une évaluation d'urgence des fondations. Le déploiement serait brutal, d'une durée d'au moins 6 mois sans interruption. Normalement, j'aurais accueilli l'appel à bras ouverts. J'aimais sincèrement le travail stimulant et la prime de risque pour les déploiements d'urgence était astronomique. Mais en regardant ma maison calme et vide, en écoutant le vent faire vibrer les vieilles vitres, un nœud lourd et profond d'anxiété se serra au fond de mon estomac. Laisser la propriété entièrement vide en ce moment me semblait exactement comme laisser un morceau de steak de première qualité sur le sol devant un loup affamé. Je commençais à emballer mes lourds sacs de toile, faisant de mon mieux pour refouler la paranoïa montante. Je me disais que mon père ne faisait que parler, qu'il ne faisait que peser de tout son poids pour m'effrayer. Il n'avait aucun droit légal sur la maison. L'acte était entièrement à mon nom, dûment enregistré auprès du comté. Il ne pouvait pas la vendre sans ma signature physique, et je serais à des milliers de kilomètres, isolé au milieu de l'océan. Avant de me rendre à l'aéroport pour mon vol vers le sud, je conduisis mon vieux pick-up en ville pour acheter des fournitures de dernière minute et prendre un bon repas. Alors que je sortais de la quincaillerie locale, portant un sac de gants de travail robuste, je vis Kevin. Il se tenait dans l'étroite et sale allée derrière un restaurant local, arpentant frénétiquement de long en large, parlant avec animation sur son téléphone portable. Je me suis immédiatement caché derrière un camion de livraison garé, me tenant complètement hors de vue et j'ai tendu l'oreille pour écouter sa conversation. « S'il vous plaît, vous devez nous donner juste un peu plus de temps », Kevin suppliait, sa voix brisée par un niveau de terreur authentique que je n'avais jamais entendu de lui auparavant. Je sais que la date limite est vendredi le 18. Je sais, mais mon père s'en occupe en ce moment. Nous avons un actif énorme. C'est une propriété côtière qui vaut des millions de dollars. Nous avons juste besoin de quelques jours de plus pour finaliser les formalités complexes. La personne à l'autre bout du fil dit quelque chose de court et sec qui fit Kevin tressaillir physiquement, ses épaules se haussant jusqu'aux oreilles. Non, non, s'il vous plaît, n'envoyez personne à la maison, plaida Kevin, sa voix montant en un couinement paniqué. Mon père est en train de s'assurer de la procuration en ce moment. Nous aurons vos 800 000 $ virés directement à vous avant la date limite. Je le jure sur ma vie. Donnez-nous juste jusqu'à vendredi. Il raccrocha le téléphone, s'appuya contre le mur de briques sales du restaurant et glissa jusqu'à s'asseoir sur le trottoir graisseux, tenant sa tête dans ses mains tremblantes. Mon sang se glaça. Procuration. C'était leur plan. Ils n'allaient plus essayer de me convaincre. Ils n'allaient plus argumenter ou plaider. Ils allaient falsifier mon consentement légal et vendre la maison sous mon nez pendant que j'étais coincé sur une plateforme pétrolière, incapable d'intervenir. Je ne suis pas sorti pour le confronter. Si j'étais sorti là-bas et que je l'avais frappé, j'aurais été en prison pour agression et ils auraient quand même volé ma maison. Je suis retourné doucement en arrière, retournant à mon camion sans faire de bruit. Mon esprit s'emballait. Si j'appelais la police locale en ce moment, ils ne feraient rien.
Kevin ne faisait que parler au téléphone dans une allée. Il n'y avait pas encore de crime réel commis, juste des oui-dire. Si je confrontais mon père avec ce que j'avais entendu, il nierait simplement, me traiterait de paranoïaque, puis trouverait un bien meilleur moyen, plus secret, de cacher ses traces. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de preuves irréfutables et haute définition d'un crime grave. Je m'assis dans la cabine de mon camion, sortis mon téléphone et annulai mon vol commercial pour le golf. Je l'ai reporté au lendemain matin. J'avais exactement 12 heures pour me préparer à une guerre que je n'avais jamais voulu mener. Je dépassai ma maison et me dirigeai directement vers la grande ville voisine, cherchant spécifiquement un magasin d'électronique spécialisé haut de gamme. J'entrai et dépensai $2000 en 5 caméras de sécurité cachées ultra compactes à la pointe de la technologie. Elles étaient minuscules, sans fil, alimentées par batterie et conçues spécifiquement pour la surveillance secrète. J'achetai également un routeur de point d'accès cellulaire indépendant alimenté par batterie. Je connaissais suffisamment mon père pour savoir qu'il pourrait essayer de couper la ligne internet physique de la maison avant de faire quoi que ce soit de louche. Ainsi, les caméras avaient besoin de leur propre connexion internet dédiée et intraçable pour télécharger les séquences vidéo directement sur mon serveur cloud sécurisé. Je rentrai chez moi et passai toute la nuit à câbler la maison. Je me sentais comme un espion opérant dans ma propre maison, violant ma propre vie privée juste pour protéger mon sanctuaire de mon propre sang. Je plaçai la première minuscule caméra à l'intérieur de la tranche évidée d'une massive vieille encyclopédie sur l'étagère du salon, lui donnant une vue parfaite et dégagée de toute la pièce. La deuxième caméra fut placée à l'intérieur du boîtier en plastique d'un détecteur de fumée dans le couloir principal. La troisième fut soigneusement cachée derrière une assiette en céramique décorative sur le dessus des armoires de cuisine, pointant directement vers la lourde table à manger en chêne où tout document serait probablement signé. Pour l'extérieur de la propriété, je fus encore plus prudent. Je pris une échelle et perçai un minuscule trou à l'avant d'une cabane à oiseaux en bois suspendue aux avant-toits du Porsche, y installant une caméra, inclinée précisément pour capturer les visages de toute personne se tenant à la porte d'entrée. La dernière caméra fut placée en hauteur dans un vieux pin à l'extrémité de la propriété, pointant directement vers l'allée de gravier pour capturer les plaques d'immatriculation des véhicules en visite. J'ai synchronisé les 5 caméras avec l'application sécurisée sur mon téléphone, testant méticuleusement les alertes de mouvement. Chaque fois que j'entrais dans une pièce, mon téléphone vibrait en 3 secondes, livrant une vidéo nette et haute définition et un son cristallin directement sur mon écran. Alors que le soleil commençait à se lever, peignant l'épais brouillard côtier de magnifiques nuances de rose pâle et de gris, je me tins au centre de mon salon une dernière fois. J'éprouvais un profond sentiment de tristesse et d'épuisement. Cette maison était censée être mon havre de paix, le seul endroit où j'appartenais, et ma propre famille l'avait transformé en champ de bataille hostile. Je verrouillai le pêne dormant, transportai mes lourds sacs à l'arrière de mon camion et partis sans regarder en arrière. Je montai à bord de l'hélicoptère de la compagnie plus tard dans l'après-midi, survolant les eaux sombres et agitées du golfe du Mexique. Alors que l'énorme plateforme pétrolière apparaissait, une forteresse d'acier imposante s'élevant avec défi de la mer, mon téléphone vibra brusquement dans ma poche. C'était une alerte de mouvement de la caméra de l'allée en Oregon. J'ouvris l'application, mon cœur manquant un battement. Un cerf égaré traversait paisiblement le gravier, cherchant de la nourriture. J'expirai lentement, ma prise serrée sur le téléphone se relâchant juste un peu. Le piège était tendu, câblé et armé. Maintenant, tout ce que je pouvais faire était d'attendre au milieu de l'océan que les rats mordent enfin à l'hameçon. La vie sur Rig Delta était une symphonie brutale et interminable de grincements métalliques, de voix criant à la radio, et du martèlement rythmique constant des vagues de l'océan contre les massifs piliers d'acier. C'était un travail éreintant et épuisant. Je travaillais des quarts de 12 heures, suspendu dans des harnais pour inspecter des soudures sous-marines profondes, analysant des micro-fractures de contraintes dans les colonnes de fondation et rédigeant d'interminables rapports de sécurité très techniques. On tombe dans un rythme étrange là-bas, un état d'hyperconcentration intense où le monde extérieur, avec tous ses petits drames, s'estompe simplement dans le bruit de fond des générateurs. Mon plus proche allié et ami sur la plateforme était Sylvain, le capitaine de l'équipe de plongée. C'était un homme massif et imposant avec une épaisse barbe incrustée de sel et un rire retentissant qui pouvait littéralement faire trembler les plaques de métal du pont. Nous passions nos courtes et précieuses pauses à boire du café instantané affreux et amer dans la bruyante cantine. Sylvain était l'exact opposé de ma famille. Il était bruyant, brutalement honnête et farouchement loyal envers les siens sans condition. Il parlait constamment de sa femme et de ses 3 enfants adolescents.
Il me montrait des photos terribles et floues sur son téléphone de sa fille jouant au football dans la boue, et il se plaignait sans fin du coût de ses nouvelles bagues, mais il souriait toujours d'un large sourire sincère quand il parlait d'eux. Un soir, après un quart particulièrement épuisant à gérer une vanne de pression fissurée, il s'assit en face de moi et me remarqua fixant mon écran de téléphone, attendant une alerte qui n'était pas venue. « Tu as l'air d'un gars qui attend qu'une bombe explose sous sa chaise, Harland », nota Sylvain, faisant glisser une tasse en céramique ébréchée de café chaud sur la table métallique rayée. « Je gère juste un grave drame familial à la maison, murmurai-je, posant le téléphone face contre table. Sylvain gloussa, secouant la tête. La famille est toujours compliquée, mon frère. Ma femme et sa sœur ne se sont pas parlé pendant une année entière à cause d'une recette secrète volée de salade de pommes de terre. Elles ont agi comme si c'était une atteinte à la sécurité nationale. Il faut juste les laisser se calmer, laisser la colère s'éteindre, puis apporter une offrande de paix. Une bonne bouteille de vin répare généralement tout. Je le regardais, ressentant une vive et douloureuse pointe d'envie au fond de ma poitrine. L'idée que Sylvain se faisait d'une crise familiale majeure était une recette volée à un barbecue. L'idée que ma famille se faisait d'une crise était de commettre une fraude fédérale pour rembourser un syndicat du crime violent. C'est un peu plus compliqué que de la salade de pommes de terre, Sylvain, dis-je doucement. Pendant les 3 premières semaines de mon déploiement, le flux de sécurité de ma maison resta entièrement silencieux. Les alertes étaient principalement déclenchées par le facteur local déposant du courrier indésirable inutile et le raton laveur occasionnel fouillant dans la cour la nuit. Puis, sans avertissement, le rideau de velours tomba. Un hélicoptère de ravitaillement atterrit sur l'héliport de la plateforme, apportant de la nourriture fraîche, des pièces mécaniques de rechange et du courrier personnel pour l'équipage. L'officier de logistique me trouva sur le pont inférieur et me tendit un lourd colis isolé couvert d'étiquettes d'expédition coûteuses. Je le rapportai au calme de mes quartiers et l'ouvris avec précaution. À l'intérieur, emballé dans de la glace sèche, se trouvait un grand morceau de saumon fumé sauvage de première qualité. C'était ma nourriture préférée absolue, quelque chose que je m'offrais rarement en raison du coût. Il y avait une note élégante manuscrite posée sur le plastique sous vide. Harland, nous sommes incroyablement désolés de la tournure des événements à la maison le mois dernier. Ton père était juste très stressé par les finances et j'étais si inquiète de la situation de Kevin que j'ai perdu mon sang-froid. Nous savons que la maison est à toi. Nous respectons la décision de ton grand-père et nous te respectons. S'il te plaît, savoure ceci. Nous t'aimons. Reste en sécurité là-bas sur l'eau. Avec amour, maman. Je fixai la note très longtemps. L'écriture était parfaite, avec des boucles et des arabesques élégantes et entraînées. Pendant une brève et pathétique seconde, le petit garçon en moi, celui qui voulait juste que sa mère l'aime vraiment, crut les mots écrits sur la carte. Peut-être avait-il trouvé un autre moyen de se sortir du pétrin. Peut-être Kevin avait-il négocié un plan de paiement avec les usuriers. Peut-être avait-il enfin vraiment accepté que je n'étais pas leur compte en banque personnel. J'ouvris le paquet et mangeai un petit morceau de saumon. Ça avait le goût de cendre dans ma bouche. Je connaissais ma mère. Je savais comment son esprit fonctionnait. Bérénice ne s'excusait que si elle avait déjà gagné la partie ou si elle mettait en place une distraction massive. Le saumon fumé n'était pas une offrande de paix. C'était un anesthésique calculé. Il était soigneusement conçu pour me faire baisser ma garde, pour me faire arrêter de vérifier les caméras toutes les heures, pour me faire croire que j'étais en sécurité pendant qu'il positionnait le couteau dans mon dos. 2 jours plus tard, l'illusion vola en éclats. Il était 2 heures du matin, heure de la plateforme. J'étais profondément endormi dans ma étroite couchette. Le faible bourdonnement régulier des générateurs diesel vibrait à travers le mince matelas. Soudain, mon téléphone vibra violemment contre la table de chevet métallique, bourdonnant comme un frelon en colère. Je me réveillai instantanément, mon cœur battant la chamade contre mes côtes, une sueur froide perlant sur mon front. Je saisis le téléphone dans l'obscurité. 3 notifications push distinctes me firent face dans la faible lumière de la cabine. Mouvement détecté. Allez. Mouvement détecté. Porche d'entrée. Mouvement détecté. Salon. Mon souffle se coupa. Je touchai rapidement la notification, ouvrant le flux vidéo en direct de la caméra d'encyclopédie cachée dans le salon. La pièce était baignée de la lueur verdâtre et fantomatique de la vision nocturne. La lourde porte d'entrée s'ouvrit lentement sans un bruit. 2 silhouettes entrèrent, se déplaçant avec précaution,
essayant d'être silencieuses. Elles ne cassèrent pas la vitre. Elles ne défoncèrent pas la lourde porte en bois. Elles la déverrouillèrent simplement. Bérénice avait juré sur sa vie qu'elle avait perdu la clé de rechange il y a 10 ans après les funérailles de mon grand-père. Ce n'était qu'un autre mensonge dans une montagne de mensonges. Je regardais l'écran attentivement tandis que la silhouette la plus grande tendait le bras et actionnait l'interrupteur mural. La vision nocturne verte disparut instantanément, remplacée par une couleur haute définition. C'était Théodore, portant une veste sombre et anonyme. Kevin était juste derrière lui, l'air pâle, nerveux et incroyablement en sueur, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule toutes les quelques secondes. Puis un troisième homme entra dans le cadre. Il était petit, chauve, portait un costume bon marché et froissé, et transportait une mallette en cuir usé. Je zoomai sur son visage à l'aide de l'application. Il me fallut un instant pour le reconnaître, mais je l'avais déjà vu dans mon enfance. Victor. Il buvait beaucoup avec mon père au club de campagne local avant que mon père ne fasse faillite et ne perde son adhésion. Victor était agent immobilier et notaire public certifié jusqu'à ce qu'il soit pris en train de détourner des milliers de dollars des comptes séquestres de clients. Il avait perdu sa licence et sa réputation lors d'un scandale massif, mais apparemment il conservait toujours son cachet de notaire physique. Les pièces éparses du puzzle s'assemblèrent avec une clarté horrifiante et indéniable. Je m'assis droit dans ma couchette, enfilant mes écouteurs anti-bruit pour écouter le flux audio sans réveiller le gars dans la cabine voisine. Le son de ma propre famille planifiant ma ruine financière totale allait être diffusé directement dans mes oreilles. Le flux audio siffla légèrement avec du statique avant que les voix ne parviennent. Net et clair dans le silence de mort de la maison vide. Tirez les stores, Kevin, Théodore ordonna, sa voix basse et autoritaire alors qu'il ôtait sa veste sombre et la jetait sur le fauteuil de mon grand-père. Nous n'avons pas besoin que les voisins curieux appellent la police parce qu'ils voient des lumières allumées à 2 heures du matin. Kevin s'empressa de fermer les lourds rideaux, ses mains visiblement tremblantes. « Es-tu sûr de ça, papa » demanda-t-il, sa voix tremblante. « Et s'il vient voir l'endroit ? Et s'il y a quelqu'un qui passe en voiture ? » Il est assis sur une plateforme métallique au milieu de l'océan, Théodore ricana, marchant avec confiance vers le comptoir de la cuisine et s'y appuyant. Il ne peut rien faire. De plus, ta mère lui a envoyé ce poisson ridicule et cher hier. Il pense que tout va bien. Il a toujours été un idiot crédule. Je serrai le bord de mon matelas si fort que mes jointures devinrent d'un blanc pur et osseux. Un idiot crédule. C'était mon titre officiel dans cette famille. Pas un fils, pas un frère, un idiot à gérer et à exploiter. Victor posa sa mallette en cuir usé lourdement sur la table à manger en chaîne et ouvrit les loquets en laiton. C'est incroyablement risqué, Théodore, dit Victor, sa voix géniarde et hésitante, essuyant la sueur de son front dégarni. Falsifier un document de procuration est une chose, mais faire passer une vente de 3,6 millions de dollars par une compagnie de titres légitime avec cela. S'il signale mon cachet lors de la vérification des antécédents, je vais en prison fédérale. Je ne peux pas survivre en prison, Théodore. Ils ne le signaleront pas, dit Théodore avec fluidité, sortant une épaisse et lourde enveloppe en papier de la poche intérieure de son blazer. Damien et sa société de développement veulent désespérément cette terre. Ils veulent démolir cette cabane et construire une massive station écotouristique de 50 unités. Ils paient en espèces et ils accélèrent la clôture pour que cela soit fait avant que les lois de zonage local ne changent le mois prochain. Quand les gens d'affaires sont très pressés, ils ne regardent pas attentivement les papiers. Ils veulent juste la terre. Victor regarda nerveusement l'enveloppe. Théodore la jeta sur la table en bois. Elle atterrit avec un lourd bruit satisfaisant. 5 000 $ en espèces non marquées, Victor, Théodore sourit. Le même rictus froid et arrogant que le jour où il m'avait rendu visite. Ce n'est que la compte. Tu estampilles la procuration me nommant mandataire légal d'Arland. Et-tu vérifié officiellement sa signature falsifiée sur les documents de transfert de propriété? Quand les 3,6 millions frapperont mon compte vendredi matin, je te virerai 20 000 $ supplémentaires. Cela paiera tes dettes de jeu impayées et tiendra les bookmakers à distance. N'est-ce pas? Victor fixa l'enveloppe, se léchant les lèvres sèches à plusieurs reprises. L'immense avidité l'emporta sur la peur de la prison. Il tendit une main tremblante et tira l'argent dans sa mallette, la refermant. D'accord, j'ai les formulaires prêts. Nous avons juste besoin d'une signature qui ressemble raisonnablement à la sienne. Kevin rit.
Un son aigu et nerveux. Je peux le faire facilement. Je falsifiais son nom sur ses devoirs au lycée pour que les professeurs pensent qu'il échouait. Je sais exactement comment il écrit son H. Mon estomac se tordit d'un mélange écœurant de rage et de dégoût. La cruauté pure et désinvolte de tout cela était à couper le souffle. Il se tenait dans mon salon, riant de saboter mon éducation d'enfant tout en planifiant de voler tout mon avenir. Kevin s'assit à la table, prenant un stylo noir à Victor. Laisse-moi pratiquer quelques fois sur ce brouillon. Pendant que Kevin s'affairait à gribouiller mon nom encore et encore, Théodore se dirigea vers mon armoire à liqueur en bois. Il en sortit une bouteille de scotch single malt de 20 ans que j'économisais depuis 5 ans pour une occasion spéciale. Il ne prit même pas la peine de trouver des verres en cristal. Il cassa le seau de cire, tira une longue gorgée profonde directement de la bouteille et s'essuya la bouche avec le dos de sa main. À l'enfant invisible, Théodore se moqua, brandissant la bouteille coûteuse dans un toast sarcastique à la pièce vide. Enfin, contribue à l'héritage familial. Une fois que nous aurons réglé ton problème, Kevin, nous prendrons le reste de l'argent et déménagerons dans un condo en bord de mer en Floride. Harland peut garder ses plateformes pétrolières glaciales. J'appuyai sur le bouton d'enregistrement de mon application, sauvegardant l'intégralité de l'interaction, la vidéo, l'audio, chaque mot accablant directement sur le serveur cloud sécurisé. Je les tenais. J'avais l'effraction physique, la conspiration verbale pour commettre une fraude, la corruption en espèces et la falsification réelle, tout capturé en haute définition glorieuse. J'aurais pu appeler le shérif du comté local à ce moment-là. J'aurais pu envoyer la police à la maison avec les sirènes hurlantes et les faire arrêter pour effraction, mais je me suis retenu, forçant ma respiration à ralentir. L'effraction est une simple tape sur les doigts pour un primo-délinquant comme mon père. La corruption et la falsification étaient très graves, mais sans une victime réelle perdant de l'argent réel, un avocat de la défense très bien payé pourrait facilement les faire passer pour un délit mineur. Théodore pleurerait devant le juge, se présentant comme un père désespéré essayant de sauver son fils. Le juge lui donnerait une probation, et il passerait le reste de sa vie à me rendre misérable, essayant constamment de trouver un autre moyen de prendre la terre. Non, ce n'était pas suffisant. Il voulait jouer un jeu à plusieurs millions de dollars. J'allais les laisser jouer. J'allais les laisser gagner le premier tour. J'allais les laisser signer les papiers finaux. J'allais les laisser remettre l'acte falsifié à Damien le promoteur. J'allais laisser les 3,6 millions de dollars arriver sur le compte bancaire de Théodore, car au moment exact où ce virement bancaire serait effacé du système bancaire, il cesserait d'être un simple litige familial domestique. Il se transformerait instantanément en fraude électronique au premier degré, en grand larcin et en falsification fédérale. Cela deviendrait une peine de prison fédérale obligatoire instruite par le FBI, et non par le shérif local. J'ai regardé à l'écran comment il terminait la falsification. Victor estampilla les faux documents d'un bruit sourd et lourd. Théodore rassembla les papiers avec précaution, l'air incroyablement triomphant. Ils éteignirent les lumières et quittèrent la maison, verrouillant la porte derrière eux comme si rien de malveillant ne s'était passé. Je m'assis dans la cabine sombre de la plateforme pétrolière, le bruit de l'océan rugissant derrière ma petite fenêtre. Je ne me sentais plus triste. Je ne me sentais plus trahi ou blessé. Je ressentais une concentration froide, absolue et affûtée comme un rasoir. Le jeu était officiellement lancé. Le lendemain matin, je n'allais pas à la cantine pour le petit déjeuner. Je verrouillai la lourde porte en acier de ma cabine et installai mon ordinateur portable satellite sécurisé sur le petit bureau. J'avais besoin d'un tireur d'élite juridique, quelqu'un qui pourrait tendre un piège si dévastateur et légalement complexe que mon père et les promoteurs arrogants ne le verraient jamais venir avant qu'il ne leur coupe les jambes. J'appelai Gaston. Gaston était un vieil ami de mes jours universitaires. Un avocat immobilier brillant et impitoyable basé à Portland. C'était le genre d'avocat qui lisait des codes de zonage municipaux denses pour le plaisir et connaissait toutes les astuces juridiques sales et obscures. Je lui expliquai toute la situation, lui parlais des usuriers de Kevin, de la procuration falsifiée et lui envoyai les fichiers vidéo du serveur cloud. Pendant très longtemps, la ligne satellite resta complètement silencieuse. Puis Gaston laissa échapper un sifflement bas et impressionné. « Ton père est un monstre d'un genre spécial, Harland, dit Gaston, sa voix crépitant légèrement sur la connexion satellite. Il marche droit vers une inculpation fédérale massive les yeux grands ouverts. Je sais, répondis-je, ma voix calme et froide. Mais je dois m'assurer que les promoteurs tombent aussi.
Damien et sa société. S'ils achètent le terrain, même avec un acte frauduleux, ils ont les poches assez profondes pour me lier en justice civile pendant une décennie à me battre pour la propriété. Ils commenceront à abattre les arbres de mon grand-père avant même que le juge n'entende les plaidoiries d'ouverture de l'affaire. Je dois rendre la terre légalement toxique pour eux. Complètement intouchable. Gaston gloussa sombrement. Le son d'un prédateur repérant une proie. Stratégie de la pilule empoisonnée. J'adore. Donne-moi 2 heures. Laisse-moi fouiller dans les études environnementales et les registres d'État pour cette portion spécifique de la côte. 2 heures plus tard, mon téléphone sonna. Gaston avait l'air d'un enfant le matin de Noël. Harland, tu es soit l'homme le plus chanceux du monde, soit ton grand-père était un génie qui jouait le long terme. Parle-moi de la plage sous tes falaises. Ce sont surtout des rochers déchiquetés, dis-je, me sentant confus. Mais il y a une grande crique isolée avec du sable blanc et doux qui est bloquée à marée haute. Exactement, dit Gaston, sa voix vibrant d'excitation. Il y a 5 ans, une université locale a fait un relevé complet de biologie marine là-bas. Ils ont trouvé un site de nidification pour la tortue luth. C'est une espèce menacée, hautement protégée par la loi fédérale. Tu as l'un des seuls sites de nidification actifs sur toute cette partie de la côte de l'Oregon. Je clignais des yeux de surprise. J'avais vu d'énormes tortues là-bas quand j'étais enfant, mais je n'avais jamais réalisé à quel point elles étaient incroyablement rares. Comment cela peut-il m'aider à arrêter un promoteur immobilier, demandai-je. Parce que tu détiens l'acte de propriété, tu as le droit exclusif de déposer une demande officielle de statut de sanctuaire écologique fédéral, expliqua Gaston, parlant rapidement. Normalement, cela prend des mois de bureaucratie, mais j'ai un contact très proche au ministère de la Pêche et de la Faune. Si nous renonçons de manière proactive à tous les droits de développement commercial et soumettons volontairement la terre à une protection fédérale absolue, ils accélèrent le processus d'approbation. Qu'est-ce que cela signifie réellement pour la propriété, demandai-je. Cela signifie que personne ne pourra jamais y construire une structure commerciale, dit Gaston. Pas de stations écotouristiques, pas d'hôtels, pas de pavillon de 50 unités, pas de parking pavé. Si Damien achète cette terre et tente de déplacer un seul bulldozer sur la propriété, le gouvernement fédéral frappera son entreprise d'amendes si massives qu'elles la mettront en faillite du jour au lendemain, et il fera personnellement face à la prison pour destruction environnementale. La terre devient commercialement sans valeur pour un promoteur. Dépose-le, dis-je instantanément, sans hésiter une seconde. Fais-le tout de suite. J'ai besoin de ta signature électronique sur les formulaires, dit Gaston, son clavier claquant en arrière-plan. Mais il y a un hic que tu dois comprendre. Si nous déposons cela, même toi ne peux rien y construire de majeur. Tu peux conserver la maison existante et faire des réparations de base, mais tu ne peux pas agrandir l'empreinte. Je ne veux pas l'agrandir, dis-je en regardant une photo de la maison sur mon ordinateur portable. Je la veux exactement comme mon grand-père l'a construite. Protéger les tortues. Protéger la maison. Brûler les promoteurs. J'ai signé numériquement les documents juridiques complexes sur mon ordinateur portable et les ai renvoyés à Gaston via la connexion sécurisée. D'accord, dit Gaston, laissant échapper un soupir satisfait. Aujourd'hui, c'est lundi. Je fais passer ça par les voies d'urgence. Le statut de sanctuaire sera légalement actif et enregistré de manière permanente au registre du comté d'ici mardi matin. Quand ton père est-il censé conclure la vente avec Damien? Vendredi, dis-je, en regardant le calendrier sur le mur. Vendredi 18. La date limite exacte pour les usuriers de Kevin. Parfait, rit Gaston. La compagnie de titres de Damien a probablement effectué sa vérification d'antécédents il y a une semaine. Ils ne vérifieront plus les registres le matin de la clôture. Ils vont remettre 3,6 millions de dollars à ton père pour un terrain qu'ils ne peuvent ni toucher ni développer légalement. Le piège était entièrement amorcé et armé. Mon père pensait sincèrement qu'il était le plus intelligent de la pièce. Il pensait avoir facilement déjoué l'enfant invisible qu'il avait méprisé pendant 35 ans. Mais il marchait aveuglément sur une mine terrestre juridique massive. Et je tenais fermement le détonateur dans ma main. Maintenant, il ne me restait plus qu'à être là en personne pour assister à l'explosion. Je suis sorti de ma cabine, j'ai descendu les escaliers métalliques et j'ai trouvé le contremaître de la plateforme dans la salle de contrôle. Je lui ai dit que j'avais une urgence familiale catastrophique. Un décès dans la famille.
Ce n'était pas un mensonge. La famille que je pensais avoir était officiellement morte pour moi maintenant. J'ai fait mes lourds bagages. Le prochain hélicoptère de ravitaillement partait dans 3 heures. Je rentrais chez moi pour voir ma famille brûler. Le vol de retour vers le continent fut le plus long de toute ma vie. J'étais assis sur le siège du milieu, étroit, d'un vol commercial de nuit, regardant fixement le dossier en plastique rayé du siège devant moi, écoutant le ronronnement des moteurs à réaction. Chaque minute semblait être un poids physique pressant sur ma poitrine. J'avais quitté la plateforme pétrolière sous le prétexte d'une tragédie familiale. Et d'une certaine manière, j'assistais à des funérailles. Je rentrais chez moi pour enterrer les dernières bribes d'amour et de respect que j'avais pour les personnes de mon sang. J'ai atterri à Portland à 3 heures du matin un jeudi. Je n'ai pas loué une voiture élégante ou une berline confortable. Je devais rester entièrement invisible. J'ai trouvé un terrain de location ouvert 24 heures sur 24 et j'ai obtenu une camionnette pick-up rouillée et cabossée qui ressemblait exactement à tous les autres véhicules de pêcheurs locaux sur la côte. J'ai conduit dans l'obscurité, la pluie battant contre le pare-brise, mes mains serrant le volant si fort que mes avant-bras me faisaient mal. J'ai atteint la ville côtière la plus proche de ma propriété juste au moment où le soleil commençait à se lever, projetant une lumière pâle et maladive sur l'océan turbulent. Je n'ai pas emprunté ma propre route. Au lieu de cela, j'ai garé le camion rouillé profondément dans un massif de ronces envahi sur un chemin forestier abandonné à environ 1 mile de ma maison. J'ai pris ma lourde veste imperméable, mon téléphone et une paire de jumelles puissantes. Et j'ai commencé la longue et périlleuse randonnée à travers la forêt épaisse et dégoulinante. Je connaissais ces bois mieux que les lignes de mes propres paumes. Mon grand-père m'avait appris à marcher silencieusement sur la mousse humide et les aiguilles de pin en décomposition. J'ai navigué sur les ravins escarpés et glissants et j'ai traversé les denses fougères jusqu'à ce que j'atteigne une crête élevée familière qui donnait directement sur ma propriété. J'ai trouvé un endroit sur derrière un énorme épicé à tomber, j'ai essuyé la pluie de mon visage et je me suis installé dans la boue pour attendre. À 9 heures du matin, la pluie avait cessé, laissant une humidité lourde et oppressante dans l'air. C'est alors que le défilé des vautours commença. Théodore arriva le premier dans son arrogante Porsche bruyante, suivi de près par Bérénice et Kevin dans une berline de luxe louée. Ils se garèrent dans mon allée, agissant comme s'ils possédaient déjà l'endroit. Je levai mes jumelles, mon cœur battant un rythme régulier et furieux contre mes côtes. Je regardai Kevin et Théodore monter sur le Porsche. Ils n'hésitèrent même pas. Ils déverrouillèrent ma porte d'entrée et entrèrent. Quelques minutes plus tard, ils ressortirent portant quelque chose qui me glaça instantanément le sang. C'était le lourd coffre en cèdre sculpté à la main de mon grand-père. Le coffre où il gardait ses vieux outils de bûcheron, ses journaux et les épaisses couvertures de laine dans lesquelles il m'enveloppait lorsque nous nous asseyions sur le porche pendant les tempêtes hivernales. Je regardais, paralysé par l'horreur silencieuse, mon frère et mon père transporter ce morceau de mon histoire à travers la cour. Ils ne le mirent pas dans leur voiture. Ils se dirigèrent vers une benne industrielle massive qui avait apparemment été livrée la veille, et ils jetèrent négligemment le coffre en cèdre à l'intérieur. Il atterrit avec un bruit sourd et caverneux qui résonna à travers les arbres. Bérénice se tenait sur le porche, tenant une tasse de mon café, riant de quelque chose que Kevin avait dit alors qu'il se brossait les mains. Il jetait l'héritage de mon grand-père comme s'il s'agissait d'ordures pourries. Il vidait ma vie pour rendre la maison présentable aux promoteurs immobiliers. Une vague de rage chaude et aveuglante m'envahit. Je voulais dévaler cette colline, les déchirer à main nue et les jeter à l'océan, mais je me mordis la lèvre jusqu'à goûter le cuivre. Je devais attendre. Je devais les laisser achever le crime. À exactement 10 heures du matin, une flotte de 3 VUS de luxe noir immaculé descendit l'allée de gravier en une ligne synchronisée. Les promoteurs étaient arrivés. Damien, le principal promoteur de l'entreprise, sortit du premier véhicule. C'était un homme grand, étrangement mince, portant un costume gris sur mesure qui semblait entièrement déplacé dans la nature sauvage et robuste de l'Oregon. Il était flanqué de 3 autres hommes portant d'épaisses mallettes en cuir. Des avocats d'affaires, des requins vêtus de soie. Théodore trébucha presque en courant pour les saluer, serrant la main de Damien avec un enthousiasme excessif et pathétique. Bérénice salua du porche, jouant à la perfection le rôle de la matriarche gracieuse et riche. Ils firent tous entrer les promoteurs dans ma maison, refermant la lourde porte en chêne derrière eux. Je sortis mon téléphone de ma poche étanche et ouvris l'application sécurisée de la caméra. Le signal cellulaire était faible dans les bois, mais il tenait.
Je passai à la caméra cachée derrière l'assiette en céramique dans la cuisine, ce qui me donnait une vue parfaite et dégagée de la grande table à manger. Tout le monde se rassemblait autour de la table en chaîne. Victor, le notaire déshonoré, était déjà assis dans le coin, transpirant abondamment et serrant son cachet officiel. Mon téléphone vibra dans ma main. C'était un message texte de Gaston, mon avocat. Les alertes bancaires viennent de sonner. Le compte d'entreprise de Damien a officiellement initié le protocole de virement bancaire. Ils n'attendent que les signatures finales pour débloquer les fonds. Je fixai l'écran, la pluie froide coulant de mes cheveux le long de ma nuque. Les dernières pièces se mettaient en place. Je me levai, les jambes raides à force de m'être agenouillé dans la boue, et commençai la marche lente et délibérée le long de la crête vers ma maison. Il était temps d'aller à la fête. Je dévalai la pente boueuse, restant à l'abri des arbres jusqu'au dernier moment. J'entendais les sons faibles et étouffés de rires et de bavardages d'affaires polies flottant depuis les fenêtres de mon salon. Je m'arrêtai près du bord de l'allée, m'appuyant contre l'écorce rugueuse d'un énorme pin, et regardai l'écran de mon téléphone pour surveiller la situation à l'intérieur. Le flux de la caméra montrait Damien étalant une épaisse pile de documents juridiques sur la table à manger de mon grand-père. Il pointa un doigt manucuré sur diverses lignes, expliquant les termes à Théodore d'une voix douce et exercée. « Comme vous pouvez le voir, Théodore, dit Damien, sa voix captée parfaitement par le microphone caché. Le prix d'achat est d'exactement 3,6 millions de dollars, payable immédiatement après la vérification de ses signatures. Nous contournons la période de séquestre standard de 30 jours par courtoisie pour le calendrier financier urgent de votre famille et en échange, nous prenons possession immédiate et illimitée de l'acte aujourd'hui. Nous apprécions la rapidité, Damien, répondit Théodore, essayant de paraître un homme d'affaires avisé plutôt qu'un père désespéré noyé dans les dettes de la mafia. Mon fils Harland est incroyablement impatient de liquider cet actif et de poursuivre sa carrière offshore. Il me fait confiance pour gérer les derniers détails. Je regardais mon père mentir avec une telle grâce sans effort que cela me donna physiquement la nausée. Il ne s'y a même pas. Et voici le document de procuration, demanda Damien, ramassant une seule feuille de papier. Oui, intervint Victor, sa voix sifflante de nervosité. Il se racla la gorge et tenta de paraître autoritaire. J'ai personnellement été témoin de la signature de ce document par Harland avant son déploiement. Il accorde à Théodore pleine autorité légale sans restriction pour exécuter la vente de cette parcelle de terrain spécifique. Damien regarda Victor, ses yeux se plissant pendant une fraction de seconde. C'était un prédateur, et il pouvait sentir la peur sur le notaire déchu. Mais Damien était aussi animé par une immense avidité corporative. Il voulait le terrain pour sa station de 50 unités, et il le voulait avant que les lois de zonage ne changent. Il choisit de regarder de l'autre côté. Excellent, dit Damien, faisant glisser le document final de transfert de propriété vers mon père. Alors nous n'avons plus besoin que de votre signature ici en tant que mandataire autorisé et du cachet officiel de Monsieur Victor pour sceller la transaction. Théodore prit le lourd stylo plaqué or que Damien lui offrit. Sa main tremblait juste un tout petit peu, mais il serra le stylo et griffonna son nom au bas de la page. Il poussa le papier vers Victor. Victor prit une profonde inspiration frissonnante. Il leva son cachet de notaire physique, le posa sur le tampon encreur et le pressa fermement sur l'acte. Le bruit sourd et lourd du cachet frappant la table en bois résonna dans le haut-parleur de mon téléphone. Le crime était maintenant officiellement et légalement complet. Damien sourit. Une fine ligne satisfaite sur son visage. Il sortit une tablette élégante de sa mallette, toucha l'écran plusieurs fois et leva les yeux. Les fonds ont été débloqués. 3,6 millions de dollars sont actuellement en cours de routage vers votre compte spécifié. À l'intérieur de la maison, la tension s'évapora instantanément, remplacée par une célébration toxique et euphorique. Kevin laissa échapper un fort hurrah de joie, levant le poing en l'air. Il courut et serra Théodore dans ses bras, soulevant pratiquement le vieil homme du sol. « Nous l'avons fait, papa » cria Kevin, le visage rouge de soulagement. La dette est partie. Nous sommes libres. Bérénice couvrit son visage de ses mains, pleurant de véritables larmes de joie pour son enfant doré. Elle s'approcha et embrassa Théodore sur la joue. « Tu as sauvé notre famille, Théodore. Tu nous as vraiment sauvés. » Théodore se tint droit, s'imprégnant des éloges. Il ressemblait à un roi conquérant debout dans un château qu'il venait de voler. Il sortit son téléphone de sa poche et regarda l'écran. Un tintement fort et aigu retentit.
c'est là, annonça Théodore, sa voix tremblante d'une avidité écrasante. Le virement vient de passer. L'argent est sur le compte. Je les regardais célébrer ma ruine. Je les regardais trinquer à leur propre brillante tromperie. Entouré des vautours corporatifs qui attendaient de démolir le seul endroit que j'ai jamais appelé chez moi. Je remis mon téléphone dans ma poche. La froideur en moi se solidifia en quelque chose de dur, d'aigu et d'incassable. Je sortis des ombres de la lisière des arbres et marchai sur l'allée de gravier. Je n'essayais plus de cacher mes pas. Mes lourdes bottes crissaient bruyamment sur les pierres. Je passai devant la rangée de VUS de luxe, ma main boueuse glissant sur la peinture noire immaculée du véhicule de Damien, laissant une longue traînée sale. Je montai les marches en bois du Porsche. La porte était déverrouillée. Je tendis la main, enroulai mes doigts autour de la poignée en laiton froid et poussai la porte en grand. Le bois lourd s'ouvrit vers l'intérieur, frappant le mur avec un grand fracas retentissant qui résonna dans toute la maison. Le rire dans la salle à manger s'éteignit instantanément. Le silence qui suivit fut si profond qu'il sembla un vide. Je pénétrai dans l'entrée, l'eau dégoulinant de ma veste sombre sur le parquet. Je regardai dans la salle à manger. Tous les regards étaient fixés sur moi. Ils avaient l'air d'avoir vu un fantôme sortir de l'océan. « Bonjour la famille », dis-je, ma voix dangereusement calme. « J'espère que je n'interromps pas la célébration. » Pendant 10 secondes angoissantes, personne ne bougea. L'air dans la pièce devint si épais qu'on aurait pu s'y étouffer. Bérénice laissa tomber sa flûte à champagne. Elle se brisa sur le parquet, le liquide coûteux éclaboussant ses chaussures de designer. Mais elle ne baissa même pas les yeux. Elle me fixa simplement, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Kevin recula d'un pas, heurtant le mur, les yeux écarquillés par une panique soudaine et primale. Victor avait l'air de vouloir s'évanouir, son visage se vidant de toute couleur jusqu'à égaler les murs blancs. Théodore, cependant, se rétablit le plus vite. C'était un homme de carrière dans la vente, un homme habitué à inventer des mensonges à partir de rien. Il afficha un sourire raide et forcé, bien que ses yeux trahissent la terreur pure qui bouillonnait en dessous. « Harland, mon garçon », dit Théodore, sa voix trop forte et faussement joyeuse. « Quelle énorme surprise ! Nous pensions que tu étais à des milliers de kilomètres dans le Golfe. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu rentrais ?» Je ne répondis pas à sa question. Je marchai lentement dans la salle à manger, mes lourdes bottes laissant des empreintes sombres et boueuses sur le sol propre. Je m'arrêtai juste devant la table en chêne, regardant la pile de documents signés et le cachet de notaire posé à côté. Je levai les yeux et fixai mon père. Théodore sourit. Il eut même l'audace de sourire, essayant de retrouver sa position de pouvoir, essayant d'agir comme le patriarche intouchable. « Eh bien, puisque tu es là, je suppose que nous pouvons te donner la bonne nouvelle en personne. Nous avons vendu ta maison de 3,6 millions de dollars aujourd'hui. Nous avons trouvé un acheteur merveilleux qui respecte la terre. » Je sentis la rage monter, chaude et violente, mais je gardai ma voix parfaitement égale. Je criai les mots, ma voix résonnant au plafond. C'est mon nom sur l'acte. Théodore rit. C'était le même rire dur et méprisant qu'il y a un mois. Il agita la main vers moi avec désinvolture. Obéis à tes parents, Harland. Nous faisons ce qui est le mieux pour le portefeuille familial. J'ai une procuration légalement contraignante ici. Nous nous sommes occupés de toute la paperasse fastidieuse pour toi pendant que tu jouais dans l'océan. L'argent est en sécurité sur mon compte. Il regarda Damien, essayant d'attirer le promoteur dans sa toile de contrôle. Damien, voici mon plus jeune fils, Harland, celui dont je t'ai parlé. Il est un peu émotif, mais il se calmera une fois qu'il verra les chiffres. Damien me regarda, ses instincts d'homme d'affaires affûtés, sentant que quelque chose n'allait pas fondamentalement. Monsieur Harland, dit Damien avec douceur. Nous avons un contrat entièrement exécuté. Votre père a agi en tant que votre mandataire légal. J'ignorais mon père. Je me concentrai entièrement sur Damien. Monsieur Damien, je suppose, dis-je, ouvrant ma veste et sortant une épaisse chemise cartonnée. Dites-moi, votre équipe juridique d'entreprise emploie-t-elle normalement des criminels déshonorés pour authentifier des transactions immobilières de plusieurs millions de dollars? Damien fronça profondément les sourcils. Excusez-moi, de quoi parlez-vous? Je jetai le dossier sur la table. Il glissa sur le bois et heurta la mallette de Damien.
Je vous suggère d'ouvrir ça, dis-je. C'est une copie certifiée conforme des dossiers du Conseil disciplinaire de l'État. Cet homme assis dans le coin, transpirant dans son costume bon marché, est Victor. Il a été déchu de sa licence de notaire il y a 3 ans pour avoir détourné des fonds de clients. Son cachet physique est expiré et entièrement nul légalement. Victor laissa échapper un gémissement pathétique et se précipita vers sa mallette, mais l'un des avocats de Damien lui claqua la main dessus, l'emprisonnant sur la table. Damien ouvrit le dossier et parcourut les documents. Son visage devint d'un rouge dangereux. Je ne m'arrêtai pas là. Je sortis mon téléphone étanche de ma poche, le déverrouillai et affichai le fichier vidéo d'il y a 3 nuits. Je montai le volume au maximum et laissai tomber le téléphone au centre de la table. L'audio cristallin remplit la pièce. 5 000 $ en espèces non marquées, Victor, ce n'est que l'avance. Tu estampilles la procuration me nommant mandataire légal d'Arland et tu vérifies officiellement sa signature falsifiée. Le son de la voix arrogante de mon père, planifiant la falsification dans cette même pièce, résonna pour que tous l'entendent. Damien fixa l'écran, regardant les images haute définition en vision nocturne de Kevin riant en s'entraînant à falsifier ma signature. Vous avez falsifié la procuration, murmura Damien, levant les yeux vers Théodore avec un regard de pur meurtre corporatif. Vous m'avez vendu un acte frauduleux. Vous venez de commettre une fraude électronique fédérale avec l'argent de mon entreprise. C'est un faux, hurla Théodore. La panique brisant enfin sa façade. Il ment. La vidéo est truquée. C'est un enfant jaloux et instable qui essaie de ruiner un accord commercial légitime. Il se jeta à travers la table pour attraper mon téléphone, mais je le repris juste à temps. 3,6 millions de $, papa, dis-je doucement, m'avançant juste dans son espace personnel. C'est un crime fédéral de classe A. Le FBI ne se soucie pas de vos excuses. Il se soucie du virement bancaire qui vient d'arriver sur votre compte basé sur une signature falsifiée. La réalisation de sa destruction totale frappa enfin Théodore. Les murs se refermaient rapidement. Son héritage en faillite, la dette de la mafia de Kevin, la peine de prison qui planait au-dessus de sa tête. Tout s'effondra sur lui d'un coup. Il perdit la tête. Il laissa échapper un rugissement guttural de pure rage animale et se jeta sur moi. Il m'attrapa à la gorge à 2 mains, ses doigts s'enfonçant vicieusement dans ma trachée. Il me plaqua en arrière contre le mur, faisant vibrer les photos encadrées de mes grands-parents. Espèce d'ingrat, misérable déchet, hurla Théodore, son visage à quelques centimètres du mien, de la salive volant de ses lèvres. Je t'ai donné la vie. Tu me dois tout. Je te tuerai avant de te laisser ruiner cette famille. Bérénice hurla de terreur. Kevin se figea, trop lâche pour intervenir. Damien et ses avocats reculèrent vers la porte, ne voulant absolument rien avoir à faire avec cette horrible violence. Merci à tous ceux qui sont restés avec moi à travers ce cauchemar. Si vous voulez voir exactement comment je les ai détruits, laissez un commentaire ci-dessous disant « Je gagne ». C'est le code secret pour mes vrais supporters, et je promets d'aimer et de répondre à chacun d'entre vous. Maintenant, finissons-en. Les mains de mon père étaient serrées autour de ma gorge, pressant avec une force désespérée et maniaque. Ma vision commença à se brouiller légèrement sur les bords, et mes poumons brûlaient d'oxygène. Je suis un homme fort, conditionné par des années de travail manuel brutal sur des plateformes offshore. J'aurais pu facilement briser sa prise, le jeter au sol et le battre sans pitié. Mais je n'ai pas levé les mains. Je n'ai pas riposté. Au lieu de cela, j'ai regardé au-delà de son visage furieux et violet, fixant directement la tranche épaisse de la vieille encyclopédie posée sur l'étagère derrière lui. La minuscule lentille de la caméra cachée clignotait régulièrement, capturant chaque seconde de cette agression non provoquée en vidéo haute définition glorieuse. Je l'ai laissé m'étrangler pendant 5 secondes angoissantes, construisant un dossier irréfutable de violence domestique à ajouter à la pile massive d'accusations de fraude fédérale. Finalement, lorsque ma vision commença à s'obscurcir sérieusement, j'ai levé les bras à l'intérieur de ses coudes et j'ai repoussé avec une poussée de force nette et violente. La prise de Théodore s'est rompue instantanément. Il a trébuché en arrière, haletant, serrant ses bras. Je me suis appuyé contre le mur, prenant de profondes et irrégulières respirations, frottant les marques rouges et colériques qui apparaissaient sur mon cou. Je le regardais, ne ressentant rien d'autre qu'une profonde pitié et du dégoût. Tu viens d'ajouter des voies de fait graves à ton acte d'accusation fédérale, papa, félicitations. Damien s'avança,
son masque corporatif entièrement disparu. Il avait l'air d'un homme qui venait d'avaler du verre. Appelez la banque, aboya-t-il à son avocat principal. Gèle le virement immédiatement. Signale-le pour fraude extrême. L'avocat chercha son téléphone, composant frénétiquement. Tu ne peux pas faire ça, cria Kevin, retrouvant enfin sa voix. Il courut vers Damien, l'air pathétique et désespéré. Les usuriers vont me tuer. Nous avons besoin de cet argent aujourd'hui. Tu as signé le contrat. Damien regarda Kevin comme s'il était un insecte dégoûtant sous sa chaussure. Je me fiche que la mafia t'enterre dans le désert, garçon, ricana froidement Damien. Ton père a falsifié un document légal pour voler les fonds de mon entreprise. Je n'achète pas cette propriété. L'accord est entièrement nul. Même si l'accord était légitime, Damien, l'interrompis-je. Ma voix étranglée, tu aurais quand même perdu ton argent. Damien tourna son regard furieux vers moi. De quoi parlez-vous? Je plongeai la main dans ma poche intérieure de veste et en sortis un second dossier. Je le jetai sur la table à côté de la preuve de la radiation de Victor. Avant de rentrer chez moi, j'ai fait déposer une requête d'urgence par mon avocat auprès du ministère de la Pêche et de la Faune, expliquai-je, regardant le sang s'écouler du visage du promoteur. Nous avons soumis une preuve irréfutable d'un site de nidification active de tortues lutte sur la plage privée sous ces falaises. Depuis mardi matin, l'ensemble de cette propriété de 15 acres est officiellement désigné comme un sanctuaire écologique fédéral. Damien fixa le dossier, la bouche légèrement ouverte. J'ai volontairement renoncé à tous les droits de développement commercial à perpétuité, continuai-je, enfonçant le clou. Vous ne pouvez pas construire votre complexe de 50 unités ici, Damien. Vous ne pouvez pas construire un parking. Vous ne pouvez même pas paver une allée. Si vous amenez un seul bulldozer sur cette terre, le gouvernement fédéral saisira les actifs de votre entreprise et vous enfermera en prison pour violation de la loi sur les espèces menacées. Cette terre est commercialement sans valeur pour vous. Damien ouvrit le dossier, ses yeux parcourant rapidement les sceaux officiels du gouvernement et les signatures légales contraignantes. Il laissa tomber le papier sur la table, l'air complètement vaincu. Il avait été déjoué par un homme qu'il pensait n'être qu'un ouvrier de plateforme ignorant. Vous nous avez piégés, murmura Damien, réalisant l'ampleur du piège. J'ai protégé ma maison, le corrigeai-je. Damien se tourna vers ses avocats. Rangez les mallettes. Nous partons. Il pointa un doigt tremblant vers Théodore. Vous aurez des nouvelles de notre énorme service juridique d'ici la fin de la journée. Nous vous poursuivons pour fraude, fausse déclaration et chaque centime de frais juridiques que nous avons encourus. Vous êtes finis. L'équipe d'entreprise sortit de la maison, la lourde porte d'entrée se refermant derrière eux avec un claquement. Le silence revint dans la salle à manger, mais il était lourd, suffocant et définitif. L'illusion de richesse et de contrôle était brisée pour toujours. Kevin s'effondra à genoux sur le parquet, sanglotant de manière incontrôlable, tirant ses cheveux coûteux. Il savait que les usuriers allaient venir pour lui, et il n'y avait plus d'endroit où se cacher. Bérénice était assise sur une chaise, fixant le mur d'un air vide, son esprit incapable de traiter la destruction totale de sa vie confortable. Théodore se tenait près de la table, l'air brisé et vieilli. Le patriarche arrogant avait disparu, remplacé par un criminel terrifié attendant les conséquences. Je remontai la fermeture éclair de ma veste imperméable. Je les regardai tous les trois une dernière fois. Sortez de ma maison, dis-je doucement. Je n'attendis pas qu'il bouge. Je me retournai, sortis par la porte d'entrée et remonta la crête boueuse dans la forêt. En arrivant au sommet de la colline, je sortis mon téléphone et appelai Gaston. As-tu eu le flux en direct, demandai-je, la pluie commençant à tomber à nouveau. J'ai eu chaque seconde, Harland, répondit Gaston, sa voix vibrant pratiquement d'une sombre excitation. La falsification, la confession, l'agression physique. C'est un chef-d'œuvre d'autodestruction. Envoie les emails, Gaston, dis-je, regardant le toit de la maison de mon grand-père. Brûle-les. J'envoie tout de suite, dit Gaston. Le premier email va directement au bureau local du FBI avec toutes les preuves de fraude électronique. Le deuxième email va à la police d'État avec la vidéo de l'agression et la falsification physique. C'est fini, soufflai-je. Un poids énorme se leva de mes épaules. Ce n'est que le début pour eux, corrigea Gaston. Repose-toi, mon ami.
Tu as gagné. Je ne suis pas retourné à la maison cette nuit-là. Je savais que la propriété allait devenir une scène de crime chaotique, et je ne voulais pas participer aux retombées immédiates. J'ai regagné mon camion de location rouillé, j'ai roulé 30 miles le long de la côte et je me suis enregistré dans un motel routier anonyme bon marché. La chambre sentait fortement la fumée de cigarettes rassis et le désinfectant au citron bon marché. Mais pour moi, cela ressemblait à une suite de luxe. J'ai pris une douche brûlante, lavant la boue, la sève de pain et l'odeur persistante de la trahison de ma famille. Puis j'ai éteint mon téléphone, je suis tombé sur le matelas bosselé et j'ai dormi pendant 14 heures d'affilée. Ce fut le sommeil le plus profond et le plus paisible que j'ai jamais connu de toute ma vie d'adulte. Quand je me suis enfin réveillé le lendemain matin, le soleil brillait vivement à travers l'interstice des rideaux bon marché du motel. La tempête côtière était passée, laissant derrière elle un ciel clair et limpide. Je me suis assis sur le bord du lit, frottant la douleur à mon cou où mon père m'avait étranglé, et j'ai lentement tendu la main vers mon téléphone sur la table de chevet. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation et j'ai attendu que l'écran démarre. Au moment où il s'est connecté au réseau cellulaire, le téléphone a commencé à vibrer violemment dans ma main. Il a vibré continuellement pendant 3 minutes entières, téléchargeant une avalanche massive de désespoir numérique. Quand il s'est enfin arrêté, j'ai regardé l'écran. J'avais 50 appels manqués, principalement de Bérénice et Kevin, avec quelques numéros bloqués. J'ai ouvert mon application de messagerie et j'ai regardé la chronologie pathétique de leur destruction se dérouler en temps réel. Les premiers messages ont commencé à arriver vers 16 h le vendredi, quelques heures seulement après que je sois sorti de la maison. Kevin, tu as tout ruiné. Damien a gelé le transfert. L'argent est parti. Les investisseurs m'appellent. Ils savent que je n'ai pas l'argent. Tu m'as tué, Harland. Tu as littéralement tué ton propre frère. J'ai ignoré ces gémissements dramatiques. Les actions ont des conséquences. Puis les messages de ma mère ont commencé à affluer, augmentant en panique à chaque heure qui passait. Bérénice, 17h30, Harland, s'il te plaît, réponds au téléphone. Ton père a de fortes douleurs à la poitrine. Le stress de ce malentendu lui cause une crise cardiaque massive. Tu dois appeler la police et leur dire que la vidéo était une blague. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, sauve ton père. J'ai reniflé de dégoût. Une crise cardiaque. Son arme fictive préférée. Si Théodore faisait réellement une crise cardiaque, elle appellerait une ambulance, pas moi des messages vocaux exigeant que je commette un parjure pour sauver son compte bancaire. Kevin, 19 h, Harland, je te supplie. Je ferai n'importe quoi. Je signerai un contrat pour te rembourser chaque centime. Appelle juste Damien et dis-lui que tu as changé d'avis. Dis-lui de lever le drapeau de fraude sur le virement. Il y a une camionnette noire garée devant mon immeuble en ville. J'ai peur. J'ai ressenti un bref et fugace moment de pitié pour mon frère, mais je l'ai vite écrasé. Il avait joyeusement ri en falsifiant mon nom. Il avait joyeusement prévu de me laisser sans abri pour sauver sa propre peau. Il avait construit son propre cercueil. Maintenant, il devait y reposer. Le ton des messages a radicalement changé vers 21 h. La colère et les supplications ont disparu, remplacées par une terreur pure et non diluée. Bérénice, 21h15, Harland, qu'as-tu fait? Il y a des voitures de police qui arrivent dans notre allée en ville. Pourquoi sont-ils ici? Bérénice, 21h30, ils ont des mandats. Ils fouillent la maison. Ils ont pris l'ordinateur de ton père et ses dossiers. Harland, réponds-moi. Puis le climax arriva. Un message de Kevin qui me fit m'adosser à la tête de lit et laisser échapper un long et lent soupir. Kevin, 22h45, l'équipe du SWAT est là. Ils viennent de défoncer la porte de mon appartement. Ils ont des fusils d'assaut. Ils crient à propos de fraude fédérale et de conspiration. Maman crie au téléphone. Ils sont en train de menotter papa. Aidez-nous. Gaston n'avait pas exagéré. Le FBI prend les fraudes électroniques impliquant des millions de dollars extrêmement au sérieux. Lorsque vous falsifiez des documents pour voler des millions à travers les États, ils n'envoient pas un détective poli avec un presse-papier. Ils envoient les équipes tactiques pour sécuriser les suspects avant qu'ils ne puissent détruire des preuves ou s'enfuir. J'ai parcouru la douzaine de messages vocaux frénétiques de Bérénice sanglotant, me suppliant de dire aux autorités que tout n'était qu'un grand malentendu familial, me priant de me souvenir que nous étions liés par le sang.
J'ai supprimé chacun d'eux sans écouter au-delà des 5 premières secondes. Je me suis assis dans la chambre de motel silencieuse, buvant une horrible tasse de café instantané du haut et j'ai tapé ma réponse finale. J'ai créé une discussion de groupe avec Théodore, Bérénice et Kevin. J'ai gardé le message incroyablement simple. Vous avez jeté le coffre de grand-père. Vous avez vendu ma confiance pour de l'argent. Vous avez falsifié mon nom. Vous m'avez étranglé. Vous m'avez dit d'obéir. Maintenant, vous payez la note. Profitez de la prison. J'ai appuyé sur envoyer. Puis je suis allé dans les paramètres et j'ai bloqué de façon permanente tous leurs numéros de téléphone. J'ai supprimé leurs fiches de contact de mon téléphone. J'ai coupé les liens numériques correspondant aux liens émotionnels que j'avais coupés la veille. J'étais enfin vraiment libre. Les conséquences juridiques de ce vendredi furent rapides, brutales et entièrement impitoyables. Parce que mon avocat, Gaston, avait fourni au FBI une vidéo haute définition, un son d'une clarté cristalline, les documents physiques falsifiés et le témoignage accablant du notaire déchu. Il n'y eut pas de procès. Pas de bataille judiciaire dramatique. Les preuves étaient accablantes et absolues. Théodore fit face à de multiples accusations fédérales, dont fraude électronique au premier degré, complot en vue de commettre une fraude et voies de fait graves. Ses chers avocats de la défense n'eurent qu'à regarder la vidéo de lui m'étranglant tout en confessant le crime, et ils lui conseillèrent de plaider coupable immédiatement. Il plaida coupable pour éviter une peine maximale de 20 ans. Le juge fédéral, ne montrant aucune sympathie pour un homme riche essayant de voler son propre fils, condamna Théodore à 5 années complètes dans un pénitencier fédéral sans possibilité de libération conditionnelle anticipée. La vie de Kevin se désintégra encore plus vite. Il fut inculpé en tant que co-conspirateur pour avoir physiquement falsifié ma signature. Cependant, les accusations fédérales étaient le moindre de ses problèmes immédiats. Parce que le virement bancaire fut gelé et annulé par la banque, Kevin manqua à sa dette massive envers les usuriers de Vegas. Pour éviter d'être assassiné, Kevin dut conclure un accord désespéré avec les procureurs fédéraux. Il devint témoin de l'État, donnant au FBI toutes les informations qu'il avait sur les usuriers en échange d'une protection des témoins et d'une peine réduite de 3 ans de probation. Sa Porsche immaculée fut saisie par le gouvernement pour payer les amendes de restitution. Il se retrouva avec d'énormes dettes juridiques, un casier judiciaire et une réputation ruinée. Il vivait maintenant quelque part dans le Midwest, travaillant à un salaire minimum, regardant constamment par-dessus son épaule. Bérénice ne fut pas formellement accusée d'un crime car il n'y avait pas de preuves solides sur les caméras prouvant qu'elle avait activement participé au processus de falsification. Cependant, sa punition fut sans doute pire que la prison pour une femme obsédée par le statut. Les frais de justice de Théodore et Kevin épuisèrent leurs comptes bancaires restants. La banque saisit officiellement leur grande maison de banlieue. Avec son mari en prison et son enfant doré caché, Bérénice se retrouva entièrement démunie. Elle dut déménager dans un minuscule appartement subventionné par l'État dans un quartier difficile. Forcée de survivre avec un maigre revenu fixe, ses jours de country club étaient révolus pour toujours. 6 mois après l'explosion chaotique, je gara mon camion robuste sur l'allée de gravier de la propriété côtière. Le brouillard roulait, épais et froid, mais l'air sentait bon. Il sentait le sel, le pain et la liberté. Je contournai la maison. Sylvain, mon ami barbu et massif de la plateforme pétrolière, se tenait sur le porche, portant une ceinture à outils et une perceuse électrique. Il avait utilisé ses vacances pour venir m'aider à reconstruire la rampe en bois qui avait pourri pendant l'hiver. Ça a l'air bien, Harland, cria Sylvain par-dessus le bruit des vagues déferlantes, en désignant le bois fraîchement réparé. Nous aurons cet endroit bien fermé avant la prochaine tempête. Merci de ton aide, mon frère, dis-je, montant les marches et lui tendant une bière froide. Sylvain but une longue gorgée et s'appuya contre la rampe, regardant la plage isolée sous les falaises. J'ai vu du mouvement là-bas ce matin, nota-t-il, en montrant le sable blanc. Je saisis mes jumelles et regardai. Là, rampant lentement et majestueusement hors des embruns moussants, se trouvait une énorme tortue lutte. Elle retournait au sanctuaire, se préparant à pondre ses œufs dans le sable sûr et protégé. La terre était en sécurité. La maison était en sécurité. J'avais perdu mes parents. J'avais perdu mon frère. J'avais perdu l'illusion d'enfance que la famille vous protégerait toujours. Mais assis sur ce porche, regardant l'océan rouler, je réalisais que je n'avais rien perdu de précieux. J'avais simplement coupé le tissu infecté pour sauver ma propre vie.
J'avais construit une nouvelle famille, une famille choisie de personnes comme Sylvain et Gaston. Des gens qui respectaient l'honnêteté et la loyauté plus que la cupidité et la manipulation. Je pris une profonde inspiration de l'air froid, ressentant un profond sentiment de paix s'installer dans mes os. Il ne reste qu'une seule corde qui pend au vent. Hier, je suis allé à la poste locale et j'ai trouvé une lettre manuscrite dans ma boîte aux lettres. L'adresse de l'expéditeur était un complexe de logements sociaux bon marché en ville. C'était de Bérénice. Dans la lettre, son écriture était tremblante et frénétique. Elle prétend qu'elle perd rapidement la vue à cause d'une maladie dégénérative. Elle n'a pas d'argent pour des soins médicaux appropriés, et elle me suppliait de lui rendre visite dans son minuscule appartement juste une dernière fois avant qu'elle ne devienne entièrement aveugle. Elle dit qu'elle veut juste voir mon visage une dernière fois pour s'excuser correctement. J'ai la lettre non ouverte posée sur mon comptoir de cuisine en ce moment.